Merci beaucoup à tous d'être venus ce soir. C'est ma première conférence, donc j'ai pas l'habitude. Alors j'espère que je vais être aussi clair que possible. Alors vous savez, moi j'adore prendre du thé. C'est quelque chose qui me fait, qui est très agréable. Et alors j'ai amené avec moi quelques petits, vous savez, des filtres pour faire du thé. On met souvent le thé là-dedans et il y a des trous. Et avec ça, j'aime beaucoup m'amuser pour faire une petite expérience que vous connaissez déjà tous, mais c'est quand même bien de la refaire. La fameuse expérience de diffraction. Et vous voyez, donc là, on observe les fameuses franges d'interférence que vous avez déjà vues, j'imagine, tous et toutes. Et bien évidemment, on va se poser la question, quelle est la nature de la lumière et comment ça fonctionne. Alors, avant d'entamer le sujet de la physique quantique, peut-être un bon rappel sur la mécanique classique. Je vais prendre ça commence, voilà. Et donc, rappeler ce qu'est une particule, ce qu'on appelle une particule et ce qu'on appelle une onde. Donc, une particule est déterminée par une vitesse, une position, et une onde, elle est déterminée par une fréquence, une amplitude et éventuellement quelques propriétés auxiliaires qui peuvent être géométriques, mais c'est ce qu'on va retenir surtout. Donc, ici, l'amplitude, la fréquence, capacité de superposition, interférence constructive et destructive, et pour une particule, donc classique, la position, la vitesse et la trajectoire. La trajectoire, c'est quelque chose de très important, on va en parler beaucoup ce soir. Alors, on va donc justement aborder le sujet du principe de moindre action, et ce principe de moindre action, il est très important. C'est ce principe qui détermine la trajectoire qu'une particule effectue dans l'espace-temps ou dans l'espace qui nous entoure. Quand je lance un objet, eh bien, l'objet va suivre une trajectoire précise et cette trajectoire elle a ceci de particulier que c'est la trajectoire qui économise. On a ici un ratio entre temps et énergie, et cette trajectoire, elle va toujours faire de sorte à ce que la quantité temps et énergie soit la plus petite possible. Alors, je vous propose donc de faire une petite expérience pour visualiser un peu ce principe de moindre action. Là, ici, j'ai dessiné, donc, vous voyez un espèce de chemin. Vous avez donc l'intégrale de... Voilà. Vous avez ici l'action, S, qu'on appelle, donc qui est l'intégrale par rapport au temps du Lagrangien. Alors, le Lagrangien, n'ayez pas peur, c'est juste, en fait, une soustraction entre l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. Alors, on peut se dire, tiens, c'est bizarre, qu'est-ce que ça vient faire, l'énergie cinétique, l'énergie potentielle ? Eh bien, pour modéliser un petit peu ce principe de moindre action, je vous propose une petite expérience qui est assez sympathique, où on va pouvoir voir ensemble ce principe de moindre action en action. Alors, s'il y a deux personnes volontaires qui veulent bien se prêter au jeu, pour venir faire cette petite expérience très sympathique. Pour des personnes qui ne seraient pas trop timides. Allez-y, je vous en prie. Alors, l'idée en fait, c'est que vous avez donc deux réservoirs qu'on suppose des sources. Alors ici, vous avez par exemple... alors, il faut savoir que l'action, c'est un couplage de deux grandeurs physiques, c'est de l'énergie et du temps, ou de la position et de l'impulsion. Alors, on va supposer par exemple que ça, c'est de l'énergie, ça, c'est du temps, ou par exemple, ça, c'est de la position et ça, c'est de l'impulsion. Et l'idée, en fait, la règle du jeu, ça va être de remplir des réservoirs de sorte à ce que... alors, les règles du jeu, je vais essayer d'être clair. En fait, vous n'avez pas le droit...
vous allez devoir remplir tous les deux les réservoirs, mais de sorte à ce que vous ne dépassez pas cette barrière et que, par contre, si l'un des deux a rempli le réservoir et que l'autre n'a pas fini de le remplir, eh bien, vous allez devoir continuer, vous n'avez pas le droit d'arrêter en cours de route. Est-ce que c'est à peu près clair ? Bon, alors je vous laisse aller. Donc vous allez devoir en fait jouer avec les robinets pour gérer le débit, de sorte à ce que tous les deux, vous arriviez en même temps pour avoir rempli les jauges correspondantes. Voilà, allez-y, je vous en prie. Alors par contre, quand même, ça serait un peu trop facile. Alors je vous donne 100 $ chacun. D'accord. Voilà. Ouais. 100 $ chacun, parce qu'on n'a rien sans rien. Et donc, en fait, à chaque fois que vous allez devoir changer le débit des robinets, vous allez devoir me donner 20 $. D'accord ? Ça va, c'est pas cher. Hein. Voilà. Ouais, vous avez 100 $ chacun, c'est bien. Alors, je vous laisse jouer. Donc si vous faites le calcul, vous avez le droit à 5 changements. Voilà, vous avez le droit de modifier 5 fois, en gros. Peu importe, à vous de voir, en fait, vous faites votre jeu. Voilà, ah ouais, Ah oui, alors par contre, on va switcher sur la caméra là. C'est bien, c'est magnifique, merci. Oui, tout se passe bien. Alors, ah oui, alors attention, hein, vous avez, à chaque changement, vous devez me donner 20 $. Hein. J'ai pas regardé. J'ai fermé les yeux là. Alors là, on voit que les... Ok, merci, très bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est pas mal. Donc là, on a du temps qui s'écoule, on a de l'énergie qui s'écoule. L'idée, c'est que quand il y a un réservoir qui est rempli, l'autre doit aussi être rempli exactement au même niveau. Par contre, si l'un est rempli et que l'autre n'est pas encore rempli, vous allez devoir, celui qui n'est pas encore rempli va devoir continuer à remplir. On va voir ce qui va se passer. On suppose qu'une fois que ça a dépassé ça, ça déborde. Hein. Ah, ok. C'est bien, vous jouez bien. Bon, là, c'est un peu facile parce que les réservoirs sont très grands. Oh là là, par contre, là, quand même, hein, allez, je prends quand même un petit billet. Ah, paf, paf, paf. Alors là, bon, là, tu vas le couper, mais par contre, celui-là, il va devoir... non, pardon, non, le coupe pas, ouais. Ah, voilà. Voilà. Alors là, on voit que le principe de moindre action a été presque respecté, mais il y a eu quand même du débordement. Alors qu'est-ce que ça veut dire, ce débordement ? Eh bien, ça veut dire qu'il y a eu de l'énergie, il y a eu de l'action perdue, en fait. Là, ici, en fait, on a suivi une trajectoire qui n'a pas respecté le principe de moindre action, donc ce n'est plus de la moindre action. Il y a eu un gâchis de temps ou il y a un gâchis d'énergie. Et la nature a horreur de tout ce qui est gâchis de temps ou d'énergie. Alors, vous pouvez vous rasseoir, mais on va y revenir juste après. Peut-être qu'on peut remettre les réservoirs à 0 pour continuer. Alors là, en fait, quand vous avez eu nos deux jeunes hommes qui ont varié le débit en fait, de l'énergie et du temps, mathématiquement, ça se traduit par ce qu'on appelle de la commutation. En fait, comment être clair, c'est-à-dire que le fait de pouvoir en fait, varier les débits, ça montre que l'énergie et le temps peuvent commuter. C'est un petit peu comme si vous pouviez changer les rôles et finalement ça ne change pas grand-chose. Le fait d'échanger les rôles, ça... Voilà, voilà, tout simplement admettez, je ne sais pas si je suis très clair, c'est un concept assez particulier. Le fait de pouvoir varier comme ça le débit,
mathématiquement, ça se traduit par de la pure commutation. On va dire qu'en fait, l'action est purement quelque chose de scalaire. En fait, le rapport entre l'énergie et le temps va être quelque chose de purement scalaire, un peu comme si les deux étaient superposés et qu'il suffirait d'un facteur, d'un scalaire pour passer de l'énergie au temps. Donc je peux passer de l'énergie au temps de manière très simple, juste avec un nombre que vous connaissez tous, 1, 2, 3, 4 ou 3,5, voilà, juste avec une multiplication, une division, un rapport en fait. Et avec ce rapport, je peux passer de l'énergie au temps. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc là, on a vu que la moindre action n'a pas été respectée, mais on a vu aussi que, à plus forte raison, ce qui s'est passé, c'est que eh bien, il y a eu à chaque fois que les joueurs ont modifié le débit de l'énergie du temps, ils ont effectué un changement de trajectoire. Ils ont rajouté de l'énergie dans le système. Imaginons que vous avez par exemple une route, vous voulez aller d'un endroit à l'autre, du point, je sais pas, de Vannes à Nantes, et que dans votre réservoir, vous avez seulement tout juste l'énergie nécessaire pour aller de Vannes à Nantes, mais vous ne savez pas quel chemin vous allez emprunter. Et la question que je vais vous poser, c'est est-ce que vous allez devoir aller très vite, mais à ce moment-là, si vous allez très vite de Vannes à Nantes, vous allez prendre un temps très court, ou alors est-ce que vous allez aller moins vite, mais prendre plus de temps ? Non, c'est aussi possible, mais là vous allez prendre un temps beaucoup plus long et finalement la question est quel est le dosage entre l'énergie et le temps qui va faire que finalement vous allez économiser le plus d'actions. En fait, l'action, ça va être le produit de l'énergie fois du temps ou de la position fois l'impulsion. Ça a une grandeur physique qu'on appelle l'action qui a été découverte au siècle dernier, il y a 2 siècles. Et donc, c'est une grandeur très intéressante qu'on retrouve très souvent en physique. Alors, je vais laisser le principe de moindre action de côté. Et on va vite fait faire un petit tour d'aperçu sur la mécanique ondulatoire. Quelque chose de très intéressant. Vous voyez, imaginez une guitare, chaque corde a sa propre fréquence de résonance. Et ici, on va avoir des bornes qui sont ici mécaniques, qui vont être déterminées par ici les extrémités de la corde. Et on va voir que pour certaines longueurs, certains modes sont possibles et d'autres modes ne sont pas permis. Donc là, on a la première fréquence, ce qu'on appelle la fondamentale. Vous voyez, à chaque point, on revient à 0. Ici, on a une deuxième fréquence qui est une harmonique. Donc c'est le x2, c'est le double de la fréquence fondamentale. Vous voyez. Ici, la troisième harmonique. Et donc là-dessus, sur ce système, on a seulement des modes qui sont autorisés, d'autres fréquences ne sont pas autorisées. Et les fréquences qui vont être autorisées vont être déterminées, ici, c'est ce qu'on appelle un oscillateur purement mécanique, vont être déterminées par la longueur en fait, de la corde. C'est pour ça que quand vous jouez de la guitare, vous allez mettre vos mains ici pour changer la fréquence de résonance, et ceci va permettre à d'autres notes d'exister. Alors, cela dit, évidemment, dans une guitare, le matériau ici, l'épaisseur est différente pour pouvoir permettre que pour la même longueur, on a différentes fréquences possibles. Est-ce que je suis clair ? À peu près ? Pas du tout ? À peu près, pas du tout ? Bon, alors, je répète, c'est-à-dire qu'on a 2 bornes ici et on se pose la question de quelle est on veut une onde qui soit entière, c'est-à-dire qu'il ne soit pas coupé pendant son chemin. Si par exemple le mur était là, là l'onde serait coupée. Donc ça c'est un mode qui ne serait pas autorisé, qui ne serait pas permis en fait. On ne serait pas en résonance. Donc là en fait, si je m'en tiens juste à ce petit schéma-là, eh bien vous voyez j'ai un deuxième mode permis, un troisième mode, et en fait c'est simplement des multiples de cette fondamentale. Voilà. Alors, quand vous faites, par exemple, si vous prenez un plateau, vous mettez du sable dessus, et vous avez par exemple un haut-parleur en dessous et vous faites vibrer le plateau, eh bien, vous allez apercevoir différents motifs qui vont correspondre à différentes fréquences. Et ce système, en fait, chaque cas particulier va être
déterminée par une condition qui est que l'énergie cinétique moins l'énergie potentielle s'annule. C'est-à-dire qu'en fait, l'énergie cinétique moins l'énergie potentielle sont égales, et donc elles vont s'annuler entre elles. Et le fait qu'elles s'annulent entre elles définit ce qu'on appelle une onde stationnaire, c'est-à-dire l'onde stationnaire, en fait, voilà, c'est ça, une onde stationnaire, c'est-à-dire une onde qui va être entière, qui ne va pas être coupée entre les bornes qui vont ici. Alors ici, vous voyez, comme je l'ai dit, c'était des bornes mécaniques, mais ça peut être aussi des bornes qui définissent ça peut être des potentiels énergétiques, ça peut être un potentiel électrique, ça peut être un potentiel gravitationnel, par exemple, si je mettais un oscillateur solide ressort, un truc comme ça. Ça va? Bon. On n'en est pas encore là. Donc voilà. Condition très importante, l'énergie cinétique moins l'énergie potentielle égale 0. Et on va voir que pour ces différentes fréquences, il existe une condition particulière où des ondes stationnaires sont possibles et elles vont produire ces motifs particuliers que vous voyez ici. Et donc chaque motif, alors vous voyez c'est le même plateau, hein, et en fait, eh bien là on a différentes fréquences qui correspondent. Et les lieux où on a cette condition de stationnarité, eh bien, c'est les lieux où, c'est les lieux où en fait on a ce qu'on appelle le principe de moindre action qui est respecté. C'est-à-dire qu'en fait ici le sable qui a été semé sur la plaque va se mettre aux endroits où le principe de moindre action est respecté. Donc vous voyez ces jolis motifs. Par exemple, ici dans les zones noires, le principe de moindre action n'est pas respecté et donc du coup le sable ne se met pas là. On n'a pas de stationnarité ici, par contre on a de la stationnarité ici. Alors, alors on pourrait se dire, finalement, tout à l'heure je vous ai parlé du principe de moindre action et de cette notion du chemin le plus court. Mais finalement, comment est-ce qu'on définit un chemin le plus court? Voilà, imaginez que j'ai différents chemins. C'est quoi un chemin le plus court? La seule façon en physique de définir ce que c'est qu'un chemin le plus court, c'est de dire que l'action est minimale. C'est-à-dire que le produit énergie-temps va être le plus petit possible pour ce chemin. Et c'est là où on peut dire qu'effectivement, ce chemin est le plus court. Alors, maintenant, on va aborder donc le sujet de la lumière. Alors, on se pose, est-ce que, on a vu tout à l'heure, qu'est-ce que c'est qu'une particule, qu'est-ce que c'est qu'une onde? Il y a James Clerk Maxwell qui a déterminé les équations de propagation d'une onde électromagnétique, qu'est-ce que c'est? Mais on est en droit de se poser la question, finalement, quand j'émets une onde radio ou de la lumière, par exemple avec le laser, qu'est-ce qui se passe? On sait que la lumière a une vitesse. Est-ce que c'est un objet physique qui se déplace? Et est-ce qu'à chaque instant, par exemple ici on a donc le modèle d'une onde électromagnétique avec un champ électrique, un champ magnétique. Vous avez vu tout ça un peu partout. Et on se pose la question, finalement, c'est quoi cet objet physique qu'on a en face de nous? Comment on peut le manipuler? Et la grande question est de savoir, est-ce que finalement, vous voyez, si je prends un point par exemple de cette onde électromagnétique, est-ce que c'est un objet matériel qui a une position précise, avec une vitesse précise? Est-ce que c'est quelque chose que je peux arrêter, que je peux prendre? Est-ce que c'est... Voilà. Quelle est la nature de cet objet mystérieux qui sont les ondes? Voilà, est-ce que c'est comme une pierre que je lance? Est-ce que c'est comme une onde qui ne fait que s'annuler ou qui peut que se supprimer? On ne sait pas trop. Alors, évidemment, il y a cette expérience des fans de Young qui montre que tout laisse à penser que la lumière ou une onde électromagnétique, ça n'est en rien similaire à une particule matérielle qui a une position, une trajectoire. Alors pourtant, on sait que la lumière, ça a une trajectoire, puisqu'on sait que la vitesse de la lumière se déplace à une certaine vitesse. Donc voilà. Mais on a ces franges d'interférence que vous voyez ici, que j'ai fait tout à l'heure, et
Ces franges d'interférence, on ne peut que les expliquer si on admet que, on a un objet, comme tout à l'heure, qui peut, avec des ondes constructives ou des ondes destructives. Néanmoins, pourtant, quand je prends un faisceau de lumière, que je le dirige à un endroit, tout porte à croire que le faisceau de lumière se comporte comme un caillou que je lance. Il suit une ligne droite, et une ligne droite, a priori, c'est la trajectoire la plus courte. Et pourtant, quand je fais de la diffraction, c'est plus une ligne droite. Alors souvent, on montre l'expérience de diffraction avec 2 fentes, mais en réalité, ça peut être autant de fentes que vous voulez. Ça peut même être une seule fente. On va aborder ce sujet. Alors là, je passe en revue. Il y a Max Planck qui a fait sa fameuse expérience pour connaître la nature du rayonnement du corps noir. Donc le corps noir, c'est un objet qui est chauffé à très haute température, mais qu'on va chercher à isoler le mieux possible de l'extérieur pour pas qu'il refroidisse. Et on va s'intéresser au spectre, c'est-à-dire à l'intensité des ondes émises par ce corps noir. Ça peut être une braise, par exemple, le soleil est un corps noir, paradoxalement. Ça peut être une braise dans votre cheminée, ça peut être... voilà, c'est les exemples que j'ai en tête. Et on va s'apercevoir que, alors, la théorie classique des ondes électromagnétiques de Maxwell, ici, prévoyait que l'énergie dépend uniquement de l'amplitude. Et alors, dans le cas du corps noir, on s'attendait, c'est ce qu'on appelle la catastrophe ultraviolette, on s'attendait à ce que, plus la longueur d'onde est courte, donc plus la fréquence augmente, plus l'énergie tend vers l'infini, et évidemment, ce n'est pas ce qu'on observe. Ce qui a été observé, c'est ce fameux spectre du corps noir, où vous voyez qu'il y a, pour une fréquence donnée, il y a une intensité qui est privilégiée. Donc pour une température, là on a différents échantillons de température, et on va voir que, par exemple pour cette température-là, l'intensité maximale va correspondre à cette longueur d'onde-là, et ainsi de suite, et on observe donc ce gabarit spectral. Et Max Planck, au cours des expériences, on a sorti cette fameuse constante de Planck que tout le monde a certainement entendu parler déjà, j'imagine. Et sa fameuse formule également qui permet de décrire, en fait, ici vous avez l'intensité lumineuse, vous avez la fréquence, la température, vous avez la petite constante de Planck qui est ici, et donc vous avez cette fameuse formule qui va déterminer l'intensité en fait du rayonnement du corps noir pour une température donnée et pour une longueur d'onde donnée. Donc ça c'est un fait, a priori aucun rapport avec ce que j'ai énoncé précédemment. On va continuer avec d'autres faits. Vous avez donc l'effet photoélectrique. Là aussi, encore une fois, normalement, la théorie classique des ondes électromagnétiques dit que l'amplitude, donc l'intensité d'une onde électromagnétique, va dépendre seulement de sa puissance, et que donc l'énergie qu'elle va fournir, par exemple ici j'ai un émetteur de radio qui fait une certaine puissance, a priori l'énergie fournie par cet émetteur, l'énergie fournie par exemple à un poste radio à plusieurs kilomètres, va dépendre uniquement de l'amplitude de l'onde qu'il émet. Et alors, grosse surprise, on s'attendrait à ce qu'effectivement, par exemple, alors là on a une espèce de tube avec une plaque photoélectrique, une tension qu'on applique à ce tube avec une cathode, une anode, et on va envoyer de la lumière dessus, on va bombarder de la lumière, et on va voir en fait que l'énergie des électrons qui vont être en mouvement, donc qui va se traduire par de l'énergie cinétique, va dépendre uniquement de la fréquence. Alors là, c'est quand même quelque chose de bizarre, puisque normalement, cette énergie, elle devrait dépendre uniquement de l'intensité, de la puissance lumineuse. Donc je traduis ça autrement. Imaginez que vous mettez un gros spot halogène de couleur rouge, qui fait, mettons, 800 watts, pourtant, vous allez voir que les électrons vont aller à une petite vitesse, ou même quasiment ne vont pas être arrachés du système de la plaque ici, voyez. Alors, vous allez même pouvoir mettre un autre spot encore plus puissant, mettons 1 kilowatt, toujours de couleur rouge. Vous allez voir qu'en fait, les électrons, vous aurez plus de quantité d'électrons, mais ça ne va pas changer leur vitesse, donc ça ne va pas changer leur énergie cinétique.
Donc là, c'est quand même très bizarre, puisque normalement, l'amplitude de l'onde électromagnétique incidente devrait changer sur l'énergie, devrait agir sur l'énergie des particules arrachées. Par contre, si maintenant vous mettez un spot, une lumière par exemple bleue ou ultraviolet, vous allez voir que vous allez avoir des électrons qui vont être arrachés avec une vitesse beaucoup plus importante. C'est-à-dire que la vitesse de ces électrons ne va pas dépendre de la puissance du spot avec lequel vous allez éclairer, ça va dépendre uniquement de sa couleur ou de sa fréquence. Et la puissance du spot va jouer seulement sur la quantité des électrons, mais pas sur leur vitesse. Donc ça, c'est très curieux. Et donc, avec la théorie classique, on ne peut pas l'expliquer. Einstein en a déduit une petite formule pour laquelle ça lui a donné le prix Nobel d'ailleurs, que l'énergie va être dépendante de la constante de Planck et de la fréquence. Et donc, du coup, paradoxalement, c'est très étonnant, l'énergie des électrons arrachés, l'énergie du photon transmis va dépendre uniquement de sa fréquence et non pas de l'amplitude de l'onde incidente. Bon, ça c'est quelque chose qui est vu et revu dans toutes les conférences de physique quantique. Et là, on aborde un petit peu le sujet, on entre dans le vif du sujet, puisque là, on a Louis de Broglie qui nous a fait cette fameuse formule. Alors, on va essayer de décortiquer un peu cette démarche de Louis de Broglie, comment il en est arrivé là. C'est ça qui est très intéressant et c'est ça un petit peu le cœur du sujet qui va lancer la phase profonde de cette conférence. Finalement, quand on revient à cette histoire d'onde électromagnétique, si on suppose que cette onde électromagnétique, elle est constituée, je ne sais pas, imaginons de petits objets qui ont chacun une position à chaque instant. Voilà, imaginons que j'ai ce laser, je vais essayer de pas de l'envoyer sur vous, c'est mieux quand même. Voilà, eh bien, donc j'ai cette lumière qui se déplace et on se dit, mais finalement, est-ce que si je pourrais attraper une de ces particules, une de ces objets, est-ce que c'est un objet qui se déplace? Est-ce qu'à chaque instant, ce qui sort du laser a une position précise? Et on voit que si on raisonne en termes si on raisonne de cette façon, on voit qu'on va pas pouvoir, on voit qu'on va être confronté à beaucoup de problèmes. On va pas pouvoir expliquer, par exemple, les phénomènes imaginons que j'aurais plusieurs ondes superposées de différentes fréquences. Un récepteur radio tel que celui-ci serait incapable de faire le tri entre une fréquence et une autre, puisqu'en fait, si la lumière, c'est des points matériels qui ont une position précise à tout instant, ça marche pas. Je peux pas décrire, je peux pas expliquer comment se fait-il qu'un récepteur radio puisse faire le tri entre une fréquence et une autre. Donc je suis forcé de constater que la lumière ou qu'une onde électromagnétique, de façon plus générale, c'est pas un objet qui classique comme une pierre ou quelque chose qu'on va lancer qui a une position précise à chaque instant. Alors, autre problème aussi, c'est que si par exemple on suppose que la lumière est qu'une onde, on va pas, telle qu'elle a été définie par exemple lors des expériences d'interférence, on ne va pas pouvoir expliquer cette quantification d'énergie. Ça ne marche pas non plus. Et Louis de Broglie a eu cette fameuse idée de dire, à ce moment-là, si je vais devoir me forger une nouvelle conception de ce que c'est qu'une onde électromagnétique, de ce que c'est que la lumière, et plus généralement de ce que c'est peut-être une particule de lumière, puisque avec la formule E égale h nu, on voit que la lumière peut se comporter comme une particule, puisque à un moment donné, quand je vais interagir, on va y venir, on va voir qu'elle va interagir à un point précis sur l'écran. Donc quand on va la mesurer, cette lumière, effectivement, je vais voir qu'à un endroit donné, oui, je vais avoir la mesure d'une énergie qui va être localisée à un moment donné et à un endroit donné. Donc, malgré tout, la lumière a quand même cette propriété de se comporter comme une particule. Sauf que, en fait, le problème, c'est que pendant la trajectoire, je ne sais pas ce que c'est. J'ai seulement la possibilité de savoir qu'une fois que je l'ai mesuré, ok, c'est une particule, mais avant ça, je ne peux pas dire que c'est une particule, ça ne marche pas. Ça, je ne peux pas expliquer les phénomènes de la radio, je ne peux pas
Voilà, je suis obligé de remettre en cause ma conception de ce que c'est qu'une onde et en même temps de ce que c'est qu'une particule. Et c'est là où Louis de Broglie s'est dit, finalement, si je remets ma conception de ce que c'est que la lumière qui a cette dualité, est-ce que ça ne pourrait pas marcher pour une particule qui a une masse, pour un objet qui a de la masse? Et c'est là où, en fait, Louis de Broglie a sorti, d'ailleurs, alors on trouve sur Internet beaucoup de démonstrations sur cette fameuse formule qui est assez étonnante, je dirais, qui est très simple, mais très étonnante. On a la constante de Planck ici, la quantité de mouvement, la masse fois la vitesse, et ça va nous donner une longueur d'onde. Donc si, par exemple, je prends cette bouteille, que je la lance, j'ai la masse, j'ai la vitesse, j'ai la constante de Planck, je peux calculer la longueur d'onde de cet objet. Alors c'est bizarre parce que ça voudrait que ma bouteille ici se comporte comme une onde. Très bizarre. Alors ici, en l'occurrence, si effectivement je fais le calcul, la longueur d'onde va être extrêmement courte, tellement courte que pour voir des effets quantiques avec cette bouteille, ce serait impossible. Bien que... Alors... Fort de cette fameuse formule, Louis de Broglie a envoyé ses travaux à Einstein, et c'est Einstein qui a d'ailleurs approuvé tout de suite cette idée brillante d'associer finalement une onde à une particule matérielle. Alors dit plus vulgairement, c'est comme si j'associais une longueur d'onde à un caillou. Bon. Il faudrait quand même être assez fou pour être assez culotté quand même pour se dire je vais associer une longueur d'onde à un caillou. C'est quand même très étonnant. Mais Einstein, c'est une idée qui l'a beaucoup séduit. Et on va voir que cette idée est très fructueuse. Alors là, ici, on a un modèle de l'atome. À cette époque, on ne savait pas trop encore comment l'atome fonctionnait. Mais on savait qu'effectivement, il y avait cette histoire du noyau central chargé positivement, et on savait qu'aussi on avait cette intuition que les électrons pouvaient graviter autour. Sauf que s'ils gravitent autour et que ce sont des points matériels, donc qui ont une position et une vitesse précise, ils vont rayonner de l'énergie et ils vont finir par s'écrouler sur le noyau. Donc les atomes ne pourraient pas exister. Et grâce à la formule de Broglie, on va se dire, finalement, en fait, l'électron, alors là, c'est un modèle primaire, c'est pas tout à fait ce qui se passe maintenant, on va y venir, mais c'est comme ça que ça se passe quand même. En fait, l'électron qui va graviter autour va en fait avoir une onde stationnaire, il va avoir une certaine vitesse, et en fait, l'électron qui va graviter autour du noyau, en fait, l'orbite sur laquelle il va circuler satisfait une condition de stationnarité qu'on a vue précédemment, par exemple avec l'instrument de musique, avec la guitare. Et donc là, on voit différents modes possibles. Et donc, on va définir les orbitales en fonction de leur périmètre ici. Et on va se dire, à chaque périmètre correspond des modes possibles, et ces modes vont être dictés par des conditions limites qui vont être dues à la masse, puisqu'on voit que la longueur d'onde ici dépend de la masse, de la vitesse, et donc on va se dire finalement cet électron qui gravite autour il va y avoir des longueurs d'onde, des niveaux quantifiés, c'est-à-dire des orbitales qui vont être quantifiés, et cette quantification elle vient purement de la mécanique ondulatoire, tout simplement par les modes possibles permis. Alors, on va revenir un petit peu sur la pensée de Louis de Broglie qui est quand même très étrange. Tout à l'heure, on s'est dit, est-ce que finalement, si j'ai une particule de lumière qui va donc d'aller d'ici à là-bas, est-ce que cet objet, je peux prendre une partie? Est-ce que je peux prendre une partie et regarder ce qu'elle est, cette partie-là? Et on voit que finalement, avec l'idée de Louis de Broglie, ça ne marche pas. En fait, je suis obligé de considérer le tout. Donc là, ici, j'ai représenté, sans doute un peu vulgairement, mais c'est gentil, avec le point de départ et le point d'arrivée. Et on va définir ce tout, en fait, qui va être donc la distance entre le point d'émission et le point de réception. Donc, point de réception, ça va être la mesure. Le point d'émission, ça va être là où je suis avec le laser. Et on va définir le tout. Et en fait, ce qui est très curieux, alors il faut quand même l'avouer, c'est que Louis de Broglie s'est inspiré de la relativité. La relativité d'Einstein parle beaucoup de la causalité des événements.
c'est-à-dire des événements qui sont liés entre eux. Alors, qu'est-ce que la causalité des événements? Je serais très prudent là-dessus, parce que, évidemment, ça paraît intuitif, mais si je casse un verre, si le verre tombe par terre, c'est parce qu'au départ, je l'ai lâché, donc il y a eu deux événements qui sont connectés. Mais là, ça mériterait une conférence en soi sur ce sujet-là. Simplement, la vitesse de la lumière, l'invariance de la vitesse de la lumière va définir la causalité, va lier les événements entre eux. C'est ce qui va faire le lien entre l'espace et le temps. Et donc, ce tout, on va dire que c'est l'ensemble, c'est tous les événements qui sont causals. Et la partie, ça va être l'énergie, l'impulsion, l'espace et le temps. Alors, est-ce que je peux couper ce truc-là et en extraire une information de cette partie? Et ce que va nous montrer la longueur d'onde de Broglie, c'est que finalement, la partie et le tout sont un petit peu entremêlés. Et si je touche à la partie, je perds de l'information sur le tout et vice-versa. Alors, voilà, j'ai résumé un petit peu mes propos ici. On a une ligne d'univers, donc ça c'est un concept purement relativiste, avec ici le point de départ, le point d'arrivée. Là on a l'horizon des événements, c'est-à-dire la distance à laquelle tous les événements seront reliés causalement par rapport au point A. Et alors l'idée de génie de Louis de Broglie, ça a été de se dire, ok, la lumière, la constante de la vitesse de la lumière ici permet de définir tous les événements. Alors là, je vous donne un truc quand même, il va falloir méditer là-dessus, hein, parce que c'est quand même particulier, mais c'est très profond. La vitesse de la lumière ici va nous aider, avec la relativité, de définir tous les événements qui sont causalement reliés entre eux. Eh bien, Louis de Broglie a eu cette idée de dire je vais faire le parallèle. En fait, la constante de Planck va aussi être une sorte d'analogue à la vitesse de la lumière, bien que ce n'est pas du tout une vitesse. Mais la constante de Planck va, entre guillemets, relier, va faire un espèce de packaging de tous les événements qui sont reliés causalement entre eux. Alors ici, vous avez la masse fois la vitesse, qui est un peu analogue à la fréquence. Vous voyez, c'est quand même joli. Je veux vous montrer ça parce que je veux vous montrer un peu la beauté de cette équation qui est simple, une simple division. Et donc, vous voyez, on fait l'analogie entre la fréquence, la quantité de mouvement, ici la vitesse de la lumière et la constante de Planck. Pourtant, ce n'est pas les mêmes dimensions physiques, hein. Là, ici, c'est de la vitesse, là, c'est de la fréquence, là, c'est de l'action. Il faut savoir que la constante de Planck, c'est de l'action, c'est-à-dire le produit énergie-temps qu'on a joué avec tout à l'heure, avec nos fameux réservoirs. Ici, on a ce qu'on appelle de l'impulsion, c'est de la masse fois de la vitesse. Alors, c'est une grandeur un petit peu particulière, mais c'est une des 4 grandeurs, je dirais, qui est l'ingrédient fondamental de l'univers. On va dire que l'univers est construit à partir de l'énergie, de l'espace, du temps et de l'impulsion. Donc l'impulsion, c'est le produit de la masse fois la vitesse. Et donc voilà, c'est cet ingrédient un peu particulier et ça va nous donner une longueur d'onde. Alors, voilà les fameuses inégalités d'Heisenberg. Peut-être certains d'entre vous, ou la plupart d'entre vous, ont déjà entendu parler. Oui, non? Un peu quand même? Non? Pas du tout? Bon, eh bien c'est pas grave. Alors vous voyez, en fait ici, on va d'abord oublier un petit peu les inégalités d'Heisenberg. On va partir de la mécanique ondulatoire. Cette partie-là, c'est quelque chose de purement ondulatoire qu'on connaît déjà depuis bien longtemps. On a ce qu'on appelle de la phase. Imaginez, alors plutôt que de rentrer dans un truc un peu compliqué, imaginez une roue de vélo avec un compteur qui est placé à un endroit donné de la roue et vous allez vous amuser à compter le nombre de tours de la roue. Donc la roue, elle a pour périmètre pi fois le diamètre, par exemple. Et on va se dire, mais finalement, avec cette roue-là, est-ce que je pourrais mesurer, par exemple, imaginons que j'ai une roue qui est grande comme ça, est-ce que à partir du comptage du nombre de tours,
je vais pouvoir mesurer une distance. Très bien, par exemple ma roue fait ça, je vais pouvoir avec cette roue de vélo mesurer sans problème la distance entre là et là, sans souci, puisque je vais simplement compter le nombre de tours, et en comptant le nombre de tours, eh bien, je vais pouvoir déterminer le n fois le périmètre de la roue, et ça va je vais pouvoir avec ce petit gadget mesurer la distance que j'ai parcourue. Très bien. Maintenant, on va être un peu plus chiant et on va se dire, mais est-ce que je vais pouvoir mesurer la vitesse d'un objet comme celui-ci avec une roue de vélo, sachant que la condition, c'est que j'ai le droit que de compter des tours entiers. Je n'ai pas le droit de compter des demi-tours entiers, ça ne marche pas. Vous allez voir qu'en fait, non, si ma roue elle est grande comme ça, je ne vais pas pouvoir mesurer des longueurs d'objets comme celui-ci, par exemple. Parce que j'ai le droit que faire des tours entiers. Ça vous rappelle pas quelque chose, ça, tout à l'heure, on a parlé avec la guitare, avec les modes permis et les modes non permis. Les modes permis, c'est là où on a des ondes qui sont entières, c'est-à-dire qui ont un début et une fin, qui se terminent. Alors, je vais faire un petit truc, là, hop. Voilà, on a des ondes entières. Vous voyez, elles reviennent toujours au même point. Donc là, en fait, cette condition, c'est comme si je disais, voilà, vous allez être obligé de mesurer des tours de vélo entiers et non pas des demi-tours. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Et donc, voilà ce que va exprimer cette relation qui est purement ici de la mécanique ondulatoire. On la voit plein de fois. C'est quelque chose qui est très récurrent. Et Heisenberg a eu la brillante idée de définir ces fameuses qu'on appelle les inégalités d'Heisenberg, qui ont pour grandeur physique de l'action. Et on va s'apercevoir que ici on a de la position, on a de l'impulsion, on a ici une autre inégalité d'Heisenberg, du temps, de l'énergie. Et en fait, qu'est-ce qu'elle dit cette inégalité d'Heisenberg? Elle dit que, eh bien, elle va nous dire que, exactement comme l'expérience que je vous ai dit avec la roue de vélo, j'ai le droit de mesurer que des tours entiers. Donc par exemple, imaginons que, si j'ai une impulsion qui est très grande, eh bien la grandeur en position va devoir par exemple, l'ensemble, le produit des deux, va toujours devoir être supérieur ou égal à la constante de Planck. La constante de Planck, qui est cette action un petit peu particulière, qui n'est pas une action classique. On a vu que l'action classique, on peut commuter, on peut varier, et on va voir un petit peu des nouvelles propriétés qui vont en découler de ça. J'y viens. Alors, ces nouvelles propriétés, c'est qu'en mécanique quantique, on n'a plus le droit de faire varier les robinets. En fait, un système quantique, c'est un système qui est isolé de l'extérieur. Tout à l'heure, j'ai demandé à ces messieurs de me donner de payer en fait à chaque fois qu'ils changent les débits d'énergie et du temps. En fait, ça correspond en faisant payer cette action, eh bien, ça correspond à rajouter ou à retirer de l'énergie dans le système. C'est-à-dire que, imaginons que vous allez du point A au point B, eh bien, en fait, un système classique, vous êtes libre de mouvement. Vous pouvez aller du point A au point B, mais entre-temps, vous avez le droit d'aller faire un petit aller-retour ailleurs, voir un ami. Vous avez le droit de faire votre trajectoire, elle est libre, en fait. Vous pouvez toujours rajouter de l'énergie dans le système. Alors qu'un système quantique, vous n'avez pas le droit de rajouter de l'énergie dans le système, vous ne pouvez pas en prendre non plus. En tout cas, si vous le faites, ça va être un petit peu plus compliqué, je vais y venir après. Mais quoi qu'il en soit, voilà. C'est-à-dire que la façon dont on va manipuler l'énergie et le temps ne se fait plus de la même manière en quantique qu'en classique. C'est pour ça qu'ici, là, en classique, la partie constitue le tout. C'est-à-dire que à chaque instant, je peux déterminer la position et la vitesse. Alors qu'en mécanique quantique, la position et la vitesse ont cette propriété-là que, je vais vous donner un exemple. Vous connaissez tous bien sûr la fameuse métaphore du chat de Schrödinger qui aurait deux états à la fois, vivant et mort. Bon bref, on va essayer de quelque chose d'un peu plus drôle. Imaginez que vous êtes sur l'autoroute
Et vous savez, sur les radars d'autoroute, comment ils font pour déterminer votre vitesse? Ils font en mesurant successivement 2 positions de votre voiture. On envoie un faisceau d'ondes radio et on mesure le décalage, bref. Et on va mesurer successivement 2 positions de votre voiture à un instant donné. Bien, si vous aviez une voiture quantique, eh bien, un radar serait incapable de vous donner une amende, puisque s'il mesure votre position, il serait incapable d'en déterminer la vitesse, et inversement, s'il connaît la vitesse, il sera incapable d'en déterminer la position. Et comme le radar fonctionne avec la position, eh bien, ça ne serait pas possible classiquement. Alors, imaginons que toutefois ce radar connaîtrait votre vitesse et aurait besoin, parce que pour son fonctionnement il a besoin de connaître votre position, il aurait besoin de mesurer votre position avec un temps éternellement long, alors que votre voiture quantique, elle aurait traversé les points A et B en mettons 10 minutes, mais pourtant pour mesurer ses positions, le radar lui il aurait eu besoin de 10 000 ans ou de plusieurs millions d'années pour pouvoir mesurer en fait votre position au point A et B. Donc du coup, le radar il sera incapable de pouvoir vous sanctionner pour un excès de vitesse, puisque tout simplement, eh bien, si vous étiez une voiture quantique, le radar sera incapable de connaître la position et votre vitesse à la fois. Donc voilà une des bizarreries de la mécanique quantique. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, c'est même, je dirais, presque 5, c'est pas clair pour tout le monde. C'est normal, ça vous fera cogiter la nuit, je l'espère en tout cas. Et ça n'a rien d'évident, Alors, tout à l'heure, on a parlé que l'action pouvait commuter ou ne pouvait pas commuter. Ici, en fait, on a les relations d'anticommutation entre l'énergie et le temps, et l'espace et l'impulsion. Alors ici, on a le I, c'est ce qu'on appelle l'opérateur imaginaire, c'est un nombre complexe. Un nombre complexe, c'est en fait un couple de nombres, un nombre réel, tel que vous les connaissez tous, et une partie imaginaire qui a une propriété géométrique. Alors en électricité, on utilise les nombres complexes, c'est très intéressant, ça a des propriétés très intéressantes, et vous voyez donc les relations d'anticommutation ici, et c'est ça qui rentre, qui je dirais qui est la pierre angulaire de la physique quantique, c'est cette relation de non-commutation. Alors, ce que je vais proposer, on va faire une deuxième petite expérience. Je ne sais pas si on aura le temps, apparemment on n'a pas le temps, on n'a pas trop le temps. Bon, l'idée c'est qu'en fait vous deviez remplir les réservoirs de sorte à ce que sans changer de débit, vous allez devoir déterminer directement tout de suite le bon débit adéquat pour remplir les réservoirs en même temps, ce qui serait évidemment très dur. Malheureusement là on n'a pas la possibilité le temps pour faire l'expérience, mais en fait, voilà, c'était pour vous montrer que vous n'avez pas le droit de changer les débits et ça se traduit par ces relations mathématiques. Alors là, je vous propose, je vais vous faire une petite manip. J'espère que ça va marcher parce que voilà. Donc, je vais vous faire une petite manip pour vous montrer une inégalité d'Heisenberg en grandeur nature. En grandeur nature avec alors ici je vais je vais passer OK. Donc voilà, là j'ai donc alors là ici sur le slide de tout à l'heure, j'ai dit que les grandeurs, l'action était par exemple une question de position et d'impulsion. Là, je vais faire une expérience de fente de Young, exactement comme je l'ai fait avec le laser, sauf que je vais la faire en mécanique ondulatoire.
Et on va observer, alors là c'est comme si je faisais passer un faisceau de lumière dans une seule fente et je vais rétrécir la taille de la fente. Et vous allez voir ce qui va se passer, vous allez voir l'inégalité d'Heisenberg en action, comme si vous y étiez. Je vais en fait essayer de réduire la taille de la fente. Et vous allez voir que, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Plus je réduis la taille de la fente, plus l'incertitude ici sur l'impulsion va être importante. Vous voyez que là, plus je réduis la taille de la fente, plus l'incertitude va être importante. C'est ce qui se traduit, alors là j'aurais dû faire un truc à un seul trou, mais si vous faites passer donc un faisceau de lumière dans un seul trou et dont la dimension du trou va être sensiblement proche de la longueur d'onde, plus le trou va être petit, plus vous allez voir un élargissement du point où les photons vont arriver. Et donc, c'est-à-dire que vous avez une incertitude qui va grandir sur l'impulsion. Donc là, imaginons que ici, je vais réduire successivement, j'essaye d'être clair, je vais réduire la taille de la fente. Là, qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir mon impulsion, elle, qui va avoir une imprécision de plus en plus importante. Là, vous avez la démonstration devant vous de l'inégalité d'Heisenberg, alors non pas quantique, mais classique, on va dire, qui est l'inégalité ondulatoire. Et c'est ce qu'on est en train de faire avec ce dispositif-là. Je suis en train de faire une expérience de diffraction d'ondes électromagnétiques et vous allez voir que donc, plus je réduis la taille de la fente, voilà, plus j'ai de la dispersion. Alors, quelques petites remarques. Je vais l'éteindre parce que ça chauffe. Quelques petites remarques importantes. Donc les inégalités d'Heisenberg en fait permettent de faire la frontière entre le monde commutatif et le monde non commutatif. Le monde commutatif, c'est là où vous aviez eu le droit de changer le débit de l'énergie du temps ou de l'espace et de l'impulsion. C'est notre monde où nous vivons. C'est-à-dire qu'on on a le droit de mesurer que des grandeurs, que des actions qui sont plus grandes ou en tout cas au mieux égales à la constante de Planck. C'est notre univers, là où nous vivons. En tout cas, c'est ce qui est accessible à notre commun des mortels. Et par contre, un système quantique, lui, est uniquement en dessous des inégalités d'Heisenberg, je dirais, dans cette propriété où en fait l'action n'est pas libre. Elle n'est que égale à la constante de Planck et où justement l'énergie et le temps, la position et l'impulsion ne peuvent pas commuter. Donc là, vous avez ici l'opérateur à impulsion qui permet de passer de la position à l'impulsion. Tout à l'heure, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réduit la position, j'ai réduit la taille de la fente, l'impulsion s'est élargie, et en fait, on va passer de la position à l'impulsion par cet opérateur-là. C'est un peu mathématique, mais n'ayez pas peur. J'aimerais bien détailler, mais là, j'ai pas le temps, donc voilà. La phase ici, c'est équivalent à de la position, la fréquence, c'est équivalent à de l'impulsion. Donc on fait le passage entre les deux. Alors notez que dans l'expérience que je viens de faire, il n'y avait qu'une seule fente. Il n'y avait qu'une seule fente. On va faire l'expérience avec deux fentes. Alors là, juste un petit rappel. En fait, ici, on peut faire du filtrage en technologie radiofréquence. On va utiliser un peu ce même procédé, c'est-à-dire qu'on va moduler la phase et une modulation de phase va pouvoir permettre de moduler de l'impédance. Donc, juste pour votre culture générale, dans des circuits hyperfréquents, ça fonctionne un peu de la même manière. C'est-à-dire que là, ici, en fait, on va avoir un peu l'équivalent et on va jouer sur la caractéristique de l'onde pour effectuer du filtrage. Alors, voilà. Ici, donc, on a l'interféromètre qui va agir donc sur la taille. Ici, vous voyez les longueurs. J'ai mis la longueur ici h devant la constante de Planck. Ça va nous donner une impulsion. C'est-à-dire qu'en fait, quand je vais moduler l'impulsion, je vais faire passer mon onde dedans et je vais introduire des discontinuités. Et ces discontinuités vont nous produire vont agir sur l'impulsion. De même, alors là, je vais faire l'expérience aussi. Quand je vais ici, en fait, là, imaginez
Je vais essayer d'être clair. Imaginez, vous voyez, ça a une certaine longueur, hein, les fentes là. Alors on pourrait en avoir d'autres, hein, en fait, peu importe. On pourrait en avoir qu'une, on peut en avoir d'autres, autant qu'on veut. Et en fait, la lumière, en fait, c'est un peu bizarre. J'aimerais bien développer ce sujet. Malheureusement, j'ai pas assez le temps. Ce qui est très curieux, c'est qu'en fait, tout se passe comme si, quand une onde, elle va arriver devant ces fentes, eh bien, elle va regarder. Ah, c'est bizarre, combien de temps je mettrais pour aller du point là au point là? Pourtant, la lumière, elle va dans ce sens-là. C'est-à-dire que je vais dans le tableau, là, donc les fentes sont devant moi. Mais pourtant, bizarrement, le faisceau d'ondes radio va regarder, mais tiens, comment je ferais, quel est le temps que je mettrais pour aller de là à là, si, mettons que ça, c'était la fente, ou une porte. Et donc, je l'ai traduit ici. Et ça va se traduire par une affectation de la fréquence. Donc là, c'est la partie ondulatoire, l'équivalent, l'analogue ondulatoire. Et là, vous avez l'analogue quantique. Alors, ce qui est bizarre, en fait, dans la mécanique quantique, c'est que c'est exactement les mêmes phénomènes qu'en ondulatoire. Ça nous choque, les inégalités d'Heisenberg nous surprennent, parce que finalement, ça s'applique à des objets matériels, alors que ça ne nous surprendrait pas si c'était simplement des ondes radio. Là, je vais effectivement faire une expérience d'interférométrie à double fente avec des ondes radio. C'est ce que je vais faire maintenant, c'est-à-dire que je vais introduire des discontinuités temporelles dans mon onde, là, et vous allez voir ce qui va se passer. Évidemment, il faut que je... Voilà. Hop. Alors, là, je vais augmenter la précision, voilà. Là, vous voyez, on a exactement le même gabarit quand on observe une figure de diffraction. C'est quand même extraordinaire. Là, on vient de faire une expérience à double fente. C'est magnifique. Vous avez la frange centrale la plus lumineuse qui correspond ici à un maximum de puissance. Et là, vous avez les petits frères et sœurs à côté. Et vous voyez, là, ça ressemble exactement aux franges sombres et lumineuses. C'est-à-dire qu'ici, c'est sombre. Là, c'est lumineux. Et vous voyez, ça décroisse comme ça. Et si j'en reviens à ma fameuse... si j'ai bien organisé la séquence de mes slides, normalement on va pouvoir voir ça, j'ai fait le... Voilà. Et bien là on observe exactement la même chose. C'est-à-dire que là je viens de vous faire, c'est quand même magnifique, une expérience de superposition d'états ondulatoires. Et ce qui se passe en quantique, c'est exactement la même chose. Là, ce que je vous ai fait, on va quand même le revoir parce que c'est quand même magnifique. C'est que là, on a quand même une superposition d'états ondulatoires. C'est-à-dire que mon onde, là, elle a plusieurs états superposés en même temps. C'est quand même magnifique. J'espère que vous pourrez apprécier cette beauté de la nature. Voilà, bon. J'espère en tout cas vous en faire profiter. Alors, il faut quand même dire une chose là-dessus, c'est qu'en quantique, en fait, j'aimerais quand même essayer d'être un peu technique malgré tout, parce que c'était un peu l'objectif de cette conférence. C'est-à-dire qu'en fait, en quantique, l'énergie et le temps ou la position et l'impulsion ne sont plus en phase. Quand on est en classique, on peut switcher, on peut commuter, et le fait de pouvoir commuter, en fait, ça veut dire que l'énergie et le temps sont toujours superposés. Rappelez-vous, tout à l'heure, je vous ai dit, l'énergie et le temps en classique sont reliés simplement par un facteur multiplicatif, près, c'est tout, point barre. Alors qu'en quantique, l'énergie et le temps ne sont plus synchronisés, il suffit plus d'un nombre scalaire pour passer de l'énergie au temps et du temps à l'énergie. Alors, c'est ça qui va nous amener à quelque chose d'un peu particulier. Tout à l'heure, je vous ai parlé du principe de moindre action et du fait que c'est le principe de moindre action qui détermine la trajectoire. Très bien. Sauf que là, on a quelque chose de vraiment bizarre. C'est que si on s'en tient à ça, tout à l'heure, je vous ai fait une superposition d'états quantiques, c'est-à-dire qu'en fait, il y avait l'énergie et le temps où l'impulsion et la position ne sont plus en phase. Et le fait que ce soit plus en phase, ça autorise une superposition d'états qui est très curieuse, c'est-à-dire que plusieurs chemins sont possibles.
Il n'y a pas un seul chemin qui va, on va dire, satisfaire le principe de moindre action. Alors là, c'est un peu vulgaire ce que je dis, c'est pas tout à fait exact, mais on va dire que la superposition d'états autorise plusieurs chemins simultanément. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a plus qu'un seul chemin possible, il y en a plusieurs. Et en fait, là, le pic central le plus lumineux correspond au chemin qui sont le plus probables d'exister. Et là, les pics ici correspondent à des chemins qui sont moins probables d'exister. Alors la question, c'est finalement quel est le plus court chemin ? En fait, intuitivement, vous allez dire que celui-ci, c'est le plus court. En quantique, c'est plus tout à fait vrai. Et là, ça va peut-être faire rager certaines personnes, peut-être certains puristes de la physique, mais pourtant, c'est un peu le cas. Et j'insiste et signe. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a plus qu'un seul chemin qui est le plus court. Par exemple, celui-ci pourrait être... en fait, on va parler de plusieurs chemins simultanément. Et on va... celui-ci va faire partie aussi des chemins potentiellement les plus courts, mais avec une probabilité d'existence beaucoup moins importante que celui-ci, par exemple. Celui-ci là, il serait situé ici, alors que celui-ci là, il serait situé, par exemple, là. Mais c'est quand même, ça fait partie des chemins qui sont potentiellement les plus courts. Donc c'est-à-dire qu'en fait, la particule, quand elle va passer dans cet interféromètre, ça veut dire qu'elle peut, entre guillemets, emprunter plusieurs chemins à la fois. Alors pourtant, c'est pas vrai, c'est vrai, et pourtant, quand on va la mesurer, elle va pas pouvoir être à plusieurs endroits à la fois, sinon ça violerait la causalité, on va y venir. Mais juste avant, voilà. Donc là, en fait, le fait que l'énergie et le temps, ou la position et l'impulsion soient déphasés, tout ça, ça va être synthétisé dans cette formule qu'on appelle l'équation de Schrödinger, qui va englober le déphasage entre l'énergie et le temps, et la position et l'impulsion. Et donc, en fait, cette équation-là, elle va permettre à plusieurs états superposés d'exister dans le système qu'on a vu ou dans l'interféromètre qu'on a créé ici artificiellement en mécanique ondulatoire. Alors là, vous avez un exemple, c'est magnifique, ici de probabilité de présence autour du noyau, c'est-à-dire que l'électron n'a plus une trajectoire précise, mais il a un ensemble, enfin une espèce de probabilité de présence, de trajectoire. Et de la même manière que tout à l'heure, rappelez-vous, au début de la conférence, je vous ai montré différents motifs qui correspondent à différentes fréquences. Et bien là, pour un atome, c'est le même principe. Vous avez différents motifs qui correspondent à différents états d'énergie potentielle, énergie cinétique. Alors, on va y venir pour savoir comment ça marche. En bleu, vous avez donc l'énergie potentielle, en rouge, l'énergie cinétique, l'énergie totale du système. Et on va voir qu'en fait, les différentes images ici, traduisent des densités de probabilité pour différents états d'énergie potentielle, énergie cinétique. Alors bien sûr, il y a une question de géométrie là-dedans, parce que là, c'est plusieurs vues du même truc, mais sauf cela. Mais voilà comment ça marche. Alors, comme l'énergie et le temps et la position et l'impulsion ne sont plus en phase, on ne va pas pouvoir décrire le couplage entre énergie et temps ou position et impulsion par un scalaire, par un nombre simplement multiplicatif ou une division. Il va falloir utiliser des nombres complexes. C'est pour ça que l'équation de Schrödinger utilise, et sur l'espace des nombres complexes, et là vous avez un petit graphe, en fait, vous avez une fonction réelle, une fonction imaginaire, qui va permettre d'encoder en fait ce déphasage, ce désaccord, ou plutôt cette désynchronisation entre le temps et l'énergie et l'espace et l'impulsion. C'est un peu technique, mais j'aimerais bien que vous voyez ça, parce que c'est un peu la clé de voûte de la mécanique quantique. Comme l'énergie et le temps et la position et l'impulsion ne commutent plus ensemble, c'est-à-dire que j'ai le couple énergie-temps qui ne commute plus, j'ai le couple position et impulsion qui ne commute plus.
Donc je suis obligé d'avoir un nombre complexe qui est par nature non commutatif, avec l'imaginaire qu'on a vu IH, qui permet donc de switcher de là à là, mais c'est plus commutatif. Et donc c'est pour ça que l'équation de Schrödinger utilise des nombres complexes. Alors quand on parle de superposition d'états, eh bien on a là ici j'ai simplement représenté ici plusieurs états possibles. Et donc en fait tous ces chemins en mécanique classique, un seul chemin satisfait le principe de moindre action. De façon un peu vulgaire, je pourrais vous dire qu'en mécanique quantique, eh bien, plusieurs chemins peuvent satisfaire le principe de moindre action. Voilà. Et donc, en fait, tous ces chemins correspondent à des superpositions d'états quantiques. Et donc, ce chemin, lui aussi, a le droit d'exister, en fait. Il n'est pas si absurde que celui-là. Voilà. Donc, c'est un peu comme si je disais que pour aller de Nantes à Vannes, eh ben, je passais par Paris. Ce ne serait pas tellement le chemin le plus court, mais en fait, une particule quantique, elle va se dire que finalement, si c'est pas mal en fait de prendre ce chemin-là aussi. Elle va aussi prendre ce chemin-là, elle va aussi prendre ce chemin-là. La seule chose, c'est que les inégalités d'Heisenberg, qui elles me tiennent à l'extérieur du monde quantique, vont me forcer à mesurer que un de ces chemins-là, qui va toujours satisfaire le principe de moindre action et la causalité. Mais si j'étais quantique moi-même et que j'étais dans un univers non commutatif entre l'énergie et le temps, je verrais que plusieurs chemins seraient possibles. Alors, ces inégalités d'Heisenberg, c'est magnifique, elles ont pour des conséquences très intéressantes. On a Heisenberg ici, et on va voir qu'elles ont pour conséquence le laser. Alors, dans le laser, eh bien, alors vous voyez, vous avez donc le laser et le condensat de Bose-Einstein. Alors le condensat de Bose-Einstein, en fait, c'est tout simplement une superposition d'états d'atomes qui vont tous partager la même longueur d'onde. On va en fait les confiner, on va les refroidir pour qu'ils aient la plus grande longueur d'onde possible. Et on va les mettre dans un espèce de puits de potentiel, un peu comme la guitare. La guitare, en fait, la corde de la guitare, elle est enfermée dans un potentiel entre l'extrémité et l'autre extrémité. De la même manière, un condensat de Bose-Einstein, on va le refroidir à très basse température pour tout simplement pour faire en sorte que tous les atomes diminuent leur longueur d'onde et que tous aient la même longueur d'onde qui correspondent au puits de potentiel, et on va voir que du coup on va obtenir un espèce d'amas de particules qui vont tous avoir la même longueur d'onde. Et le fait qu'ils vont tous avoir la même longueur d'onde, ça fait qu'ils vont se comporter de manière indiscernable. En fait, ça va être un tout, et la partie n'est plus accessible. Si j'essaye de toucher à la partie, je perds l'état du condensat de Bose-Einstein. Pareil pour le laser. Le laser a ceci de particulier, comme ce laser-ci, enfin voilà. Eh bien, c'est dans le laser, j'ai une connaissance en fait précise de la c'est-à-dire je ne connais pas le nombre de particules qui est émise par le laser, je ne peux pas connaître le nombre de photons qui est émis par le laser. Simplement, par contre, je peux connaître l'énergie globale. Mais en fait, le fait de ne pas pouvoir connaître le nombre de particules est une conséquence aussi des inégalités d'Heisenberg. Là, je ne suis pas très clair, j'avoue. Il me faudra un petit peu plus de temps pour développer ça. Je crois que je suis un petit peu hors temps. Là, vous avez donc une signification du condensat de Bose-Einstein. Voilà, où là, à très basse température, ici, eh bien, toutes les particules partagent la même longueur d'onde. Alors, une autre caractéristique, c'est que tout à l'heure, quand je vous ai montré un seul pic, vous aviez un espèce de piédestal ici. C'est un équivalent ondulatoire. C'est-à-dire qu'en fait, ici, dans le condensat de Bose-Einstein, vous savez, le pied de la montagne ici, c'est les atomes qui sont encore thermodynamiquement qui sont pas cohérents avec ceux-là, avec les atomes qui sont en état de condensat.
Et donc ça, c'est dû à l'agitation thermodynamique. Et bien là, pareil, dans un spectre radio d'un émetteur, par exemple, le piédestal ici correspond au bruit de l'oscillateur, qui correspond donc à quelque part des ondes qui ne sont pas dans le même état que ceux qui sont ici. Voilà. Donc je voulais juste simplement faire l'analogie entre la mécanique ondulatoire avec l'effet thermodynamique ici, le piédestal, et le condensat de Bose-Einstein. Alors on en vient à l'équation de Dirac, parce que l'équation de Schrödinger, elle n'est pas invariante quand on est en mouvement, elle n'est pas relativiste, c'est pas un invariant relativiste, et donc du coup Dirac a eu l'idée de ce génie de pouvoir transformer cette équation de Schrödinger pour en faire une équation qui est invariante relativiste, qui satisfait donc les propriétés d'invariance de Lorentz, c'est-à-dire que même à grande vitesse, eh bien, cette équation va rester invariante. Alors, ici, j'ai schématisé donc les 4 grandeurs fondamentales, donc l'énergie qui est équivalent à de la fréquence, vous rappelez-vous avec la formule de E égale h nu, l'impulsion, la position qui était équivalent à de l'espace, hein, c'est deux mots différents pour une même chose. La phase et le temps. Alors la phase, c'est un terme purement ondulatoire, mais ça peut, voilà, c'est une position dans l'onde, et ben le temps c'est l'équivalent. Et donc en fait, on va voir que ces 4 grandeurs vont être reliées ensemble, elles vont tous être raccordées à cet invariant relativiste qui, lui, tient purement de la relativité d'Einstein. Alors c'est intéressant parce qu'on va démonter un peu l'équation de Dirac, qui est un peu barbare ici, un terme un peu barbare. On va la démonter pour voir comment elle fonctionne. Donc le temps est relié à l'énergie par cet opérateur-là. L'énergie et l'impulsion est reliée par le quadrivecteur en relativité, hein, c'est la matrice de l'espace-temps. Le tissu espace-temps est construit à partir de là. Si on casse le tissu espace-temps, on fait une réaction nucléaire, on dégage beaucoup d'énergie. Hein, c'est ce qu'on fait dans un réacteur nucléaire. En fait, on va avoir un défaut de masse qui va libérer beaucoup d'énergie. Donc en fait, un peu comme si l'espace-temps n'autorisait pas la déchirure de l'espace-temps. Et donc pour compenser cette déchirure, on va faire jaillir beaucoup d'énergie. Et donc en fait, ce quadrivecteur va lier l'énergie à l'impulsion. On a le quadrivecteur énergie, on a le quadrivecteur temps-espace, l'espace-temps, qui est ici. Et donc, pareil, pour passer de l'espace à l'impulsion, on a cet opérateur-là. Donc, on a nos 4 grandeurs fondamentales de la nature qui vont être toutes ensemble reliées par ce joli quartet d'équations. Alors, là, voilà, une autre représentation. Ici, donc, on a la partie temporelle. Alors, en fait, Dirac s'est dit, bah, en fait, je vais traduire les opérateurs quantiques dans le quadrivecteur. Donc, le E carré, c'est l'équivalent de la partie temporelle. Le P, c'est la partie spatiale. Donc, on a bien l'espace-temps, ici, encodé dans ce truc-là. Et ça va avoir pour effet quelque chose de très, très étonnant. Il va s'apercevoir que pour pouvoir satisfaire ce truc-là, il va devoir utiliser des mathématiques non commutatives, ça se fait souvent, sauf que là, c'est ce qu'on appelle les matrices de Dirac. Et ces matrices de Dirac, elles vont donner naissance à quelque chose de tout à fait étonnant, une prédiction tout à fait étonnante, c'est celle de l'antimatière. Alors, au départ, c'est quelque chose, voilà, l'antimatière, on ne savait pas que ça existait. Eh bien, grâce à cette propriété-là, ces matrices-là, eh bien, c'est cette conjugaison, en fait, ce couplage de toutes ces 4 grandeurs qui vont imposer l'existence de l'antimatière. Et l'antimatière a été effectivement mesurée peu de temps après la publication de l'équation de Dirac. Et je vais en venir à la fin. En fait, on peut s'interroger finalement si le rapport entre la mécanique ondulatoire et la mécanique quantique est très étroit. On peut quand même se demander, mais finalement, comment ça se fait que la matière se comporte comme une onde, bien qu'aujourd'hui, c'est une propriété qui est largement acceptée et qui n'est plus du tout remise en question puisqu'on la vérifie tous les jours. Néanmoins, il y a quand même quelque chose qui mériterait de s'interroger. Et c'est justement le fait que, eh bien, les particules de matière ont ce double jeu,
ondes et particules viendrait de la thermodynamique. C'est un sujet qui à mon avis, n'est pas encore tout à fait creusé, qui mérite d'être approfondi. Et Louis de Broglie en a eu un petit peu l'intuition. Il s'est dit, est-ce qu'on pourrait pas, finalement, de la même manière que j'ai associé une onde à une particule, est-ce que je pourrais pas associer une température à une particule? Donc notre Louis de Broglie est quelqu'un de fort surprenant. Non seulement il veut associer une longueur d'onde à une particule, mais il voudrait associer une température à une particule. Alors malheureusement, quand il a eu cette idée, il était déjà très âgé. Mais en tout cas, tout laisse à penser que cette dualité onde-particule tient de la thermodynamique. Et on restera un petit peu sur ce mystère, puisque à ce jour, voilà, c'est une question ouverte. J'aime bien terminer par des questions ouvertes. Et voilà un de ses propos dans une de ses publications. Je vous la laisse la lire. C'est très joli à voir. Et peut-être que cette dualité onde-particule qui tient de la thermodynamique nous amènerait, qui sait, peut-être à une meilleure compréhension des trous noirs. On n'en est qu'au début. Et je pense que Louis de Broglie avait cette curieuse intuition. Malheureusement, il n'a pas... Voilà. Cette curieuse intuition... que la thermodynamique serait peut-être source de la dualité onde-particule. Je vous remercie. Oui, je pense que nous avons le temps pour quelques questions. J'espère qu'on est dans les créneaux. Donc. Bonsoir. Je n'ai pas bien compris pourquoi on a eu besoin de recourir au calcul matriciel avec les complexes. Première question. Alors, pourquoi on a... Redites votre question, pourquoi on n'avait pas besoin? Pourquoi a-t-on été obligé d'introduire l'utilisation des matrices associées aux nombres complexes? Alors, c'est une question intéressante. Ici, il faut savoir que ce sont des matrices complexes. On voit qu'on a l'opérateur I ici. Et en fait, pour satisfaire en fait le carré ici, on avait besoin d'une algèbre qui ne commute pas. Alors c'est vrai qu'un nombre complexe, c'est déjà en soi une algèbre qui ne commute pas, mais il s'avère qu'on a besoin de plusieurs composantes, d'où les matrices, pour pouvoir empacter en fait, pour pouvoir satisfaire cette structure-là. En fait, Dirac voulait que une équation différentielle satisfasse cette structure-là. Il est parti sur les travaux de Klein-Gordon et il voulait que justement l'ensemble puisse satisfaire. La présence des carrés fait que on a besoin de ces matrices-là pour satisfaire donc le quadrivecteur. Pour mettre les opérateurs ici, qui sont des opérateurs différentiels, à l'intérieur du quadrivecteur. Je ne sais pas si ça répond bien à votre question, mais voilà. Merci. Deuxième question. Pourriez-vous nous rappeler d'où provient l'interprétation de Copenhague ? Alors, je ne suis pas un expert dans les jargons, enfin dans le vocabulaire qui tient tout autour de la mécanique quantique. Moi, je crois qu'il me semble que l'interprétation de Copenhague, c'est de dire que je ne sais plus exactement. Je ne pourrais pas vous répondre parce que je ne sais pas exactement. Merci. Et dernière question, comment en est-on arrivé à imaginer l'existence du spin ? Alors justement, l'existence du spin tient à ces matrices. Une autre question ? Oui.
J'ai deux chemins, je ne sais pas lequel est le plus court. Je suis en même temps superposé, je passe de l'autre côté en même temps, bien entendu. Alors, ce ne sera pas une question aussi pointue. Je me posais juste la question, j'avais cru comprendre que l'un des fondateurs de la physique, de la théorie quantique, c'était Niels Bohr. Alors, je me trompe peut-être, mais vous l'avez pas entendu. C'est vrai que j'en ai pas parlé, ouais. J'ai dû un peu synthétiser, donc j'ai un peu compacté le tout. Je voulais parler surtout des... C'est vrai que Niels Bohr a contribué énormément, non pas du tout que j'ai oublié, mais bon, je voulais parler surtout des structures, et donc du coup, voilà pourquoi j'en ai pas parlé. Non, je me posais la question du coup pour si ouais. Je me trompais pas. Voilà, non, effectivement, ouais. Ah. Est-ce qu'on pourrait reculer dans le temps ? Ah, bah, ça, c'est un autre sujet, mais qui sait ? Qui sait, peut-être. Je pense que pour reculer dans le temps, il faudrait pouvoir... il faudrait... Ouais, ça se prendrait trop long. C'est une question intéressante. Mais je pense pas que ce soit impossible. Ou voyager dans le temps, en tout cas. Mais pour ça, il faudrait pouvoir toucher à la structure de l'invariant ici. Et sans doute en savoir un peu plus sur les caractéristiques thermodynamiques. Pourquoi cette dualité onde-particule ? Si peut-être on en savait plus, peut-être qu'effectivement, ce serait possible. Oui, monsieur, coucou. Je voulais vous remercier. Ça mérite, déjà de vous applaudir, parce que de raccourcir toutes ces choses-là en si peu de temps, c'est un peu hardcore, ouais. C'est difficile à ingurgiter. Je me rappelle de l'euphorie des premières mathématiques, la compréhension, mais vous avez beaucoup de chance de comprendre tout ça. Je ne sais pas si je les comprends profondément, mais en tout cas pour cette partie-là, je la trouve très très esthétique. Voilà, c'est ce que j'ai voulu montrer un peu le passage. Et finalement, c'est assez simple. Et en fait, Dirac a vraiment... c'est quelque part très naïf, mais en même temps, c'est brillant. Il s'est dit, je vais mettre cet opérateur qui fait le passage entre le temps et l'énergie. Je vais le mettre dans le quadrivecteur. Et pareil pour celui-ci qui fait le passage entre la position et l'impulsion. Je vais le mettre là. Et c'est quand même magnifique de voir comment ça s'emboîte, tout ça. C'est d'une élégance que je voulais partager, quoi. Ouais. C'est dommage qu'il n'y ait pas assez de temps, quoi. Parce que c'est vrai que le logarithme et puis les matrices, là, c'est des tableaux différents, mais en fait, c'est deux mondes différents aussi, quoi. Vous voulez dire les logarithmes simples, les tables, et puis là, les matrices qu'on voit là, c'est un petit peu des choses classées, on va dire, ouais. Mais qui sont dans deux mondes différents. Mais en fait, ces personnes-là ont réussi à marier tout ça, c'est sympa, quoi. Oui, l'utilisation de ces matrices, voilà, en fait, elles étaient nécessaires pour pouvoir mettre ça dedans et ça dedans. Ouais. Ah, ouais. Oui, merci. Je vais tenter une question. Non, mais la mécanique quantique que vous avez décrite, c'est celle qu'on voit à l'école, aux grandes écoles. Mais disons que maintenant, il paraît qu'il y a une nouvelle révolution quantique avec l'expérience d'aspect. Enfin, avec l'expérience d'aspect. Oui. Il y aurait une nouvelle interprétation de la mécanique quantique et des réponses qu'on n'avait pas à l'époque d'Einstein. Et est-ce que ces réponses, ça ne répond pas à ce dont vous parlez de la thermodynamique à la fin, c'est qu'en fait, il n'y a pas de variable cachée. En fait, la mécanique quantique, il faut la prendre telle qu'elle. Qu'est-ce que vous en pensez ?
J'ai voulu un peu alors, ces histoires d'interprétation de variables cachées, c'est vrai que De Broglie voulait faire une théorie, et c'est peut-être là l'erreur de supposer qu'il y a des variables cachées qui ne permettent pas de connaître l'état, qui ne permettent pas en fait de connaître, de switcher de l'énergie au temps et de l'impulsion à la position, comme on le ferait en physique classique, pardon. Néanmoins, en même temps, je vais répondre sans doute à côté de la plaque, mais cette non-commutation me surprend pas tant que ça. Alors après, c'est vrai qu'on peut faire plein de débats sur différentes interprétations possibles. Pourquoi on ne peut pas connaître ces deux grandeurs à la fois ? Moi, j'ai un petit peu envie de vous dire que à partir du moment où l'action est donc le couple de ces deux grandeurs et qu'elle ne commute pas, enfin, à tort peut-être, mais ça me choque pas. Elles peuvent ne pas être en phase et ça donne des propriétés très intéressantes. Ça ne veut pas dire que... Alors, évidemment, ce principe d'incertitude, il n'est pas là parce que nous sommes limités. C'est une caractéristique même du système. Par contre, la question qui se pose, c'est finalement pourquoi à une certaine taille d'action, pourquoi est-ce que ça ne commute plus ? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas tout le temps, avec une action infiniment petite, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas tout le temps commuter entre l'énergie et le temps ? Pourquoi est-ce que ça devient anticommutatif ? Et le fait que ça devienne anticommutatif, je ne pense pas qu'on va répondre à cette question par une histoire de variables cachées ou d'interprétation. Je pense que la réponse se trouve dans la thermodynamique. C'est un avis très personnel. Est-ce qu'en fait, on ne peut pas essayer de converger vers un type de solution en acceptant en fait le principe de non-localité ? Alors, je sais que dans certaines expériences, nous, on utilisait des lasers femtosecondes. Et est-ce qu'à l'échelle d'une femtoseconde, on peut définir une longueur d'onde d'un laser ? Bon, c'est toujours quelque chose qui m'a un petit peu perturbé. Et de la même manière, si on voit, pour reprendre l'exemple du caillou, une onde stationnaire, si je prends un millimètre carré de la mare d'eau dans lequel je viens de lancer le caillou, qu'est-ce que j'ai comme onde stationnaire dans un millimètre carré ? Est-ce qu'on ne peut pas admettre intellectuellement qu'effectivement, il y a des phénomènes qui sont non locaux, d'ailleurs à différentes échelles, et que les définir à une échelle en dessous de la réalité physique du phénomène, ça n'a tout simplement pas de sens. Alors c'est très basique peut-être comme réflexion, mais... C'est ce que j'ai voulu donner comme exemple avec l'histoire de la roue de vélo, où j'ai pas le droit de compter un demi-tour. Mon compteur, il peut que compter des tours entiers ou rien du tout. Et c'est ce que j'ai voulu un peu effectivement symboliser par cette histoire de roue de vélo, où je vais compter une distance en comptant le nombre de tours, et que effectivement, je peux pas mesurer une distance qui est de l'ordre du millimètre si ma roue elle est d'1 mètre par exemple de diamètre. Eh bien, effectivement, je vais pas pouvoir, c'est ce que j'ai voulu faire. Ouais, la partie n'est pas accessible à la roue. Cependant, avec un bémol, c'est que l'analogie de la mécanique ondulatoire, malgré tout, si on pense en termes de roue de vélo et de compteur, on se dit, pourtant la distance beaucoup plus petite que le périmètre de la roue de vélo, elle existe quand même. Or, en mécanique quantique, je pense qu'il faut, j'ai pas envie de dire accepter, parce que moi je n'accepte rien comme ça, mais j'ai envie de dire que c'est tout à fait possible que cette longueur plus petite que le périmètre de la roue de vélo, elle perd de sens à partir du moment où on passe en deçà de l'échelle de l'action commutative, quoi. Et peut-être que c'est ce que j'ai voulu dire un peu dans ce slide-là, et j'ai malheureusement pas développé, irréversibilité de l'entropie de l'univers. C'est-à-dire que l'entropie de l'univers ne peut qu'augmenter d'après ce qu'on connaît de la thermodynamique. Et peut-être le fait que justement on peut que mesurer une entropie qui augmente fait que pour cette raison, eh bien, en dessous d'une certaine action, ça devient non commutatif.
En gros, la physique, c'est comme la biologie, il y a une limite à la dissection, je crois. Je sais pas. Ah bon? Une dernière question? Non? Ah. Peut-être, c'est très naïf, mais justement, comment nous faire visualiser cette frontière entre la physique classique et la physique quantique? Est-ce qu'à un moment, il y a une ligne bien définie, il y a une espèce de... Alors, c'est une très très bonne question naïve, que j'aime beaucoup, et que j'ai voulu représenter dans ce jeu, on peut jouer avec, hein. C'est qu'effectivement les inégalités d'Heisenberg nous forcent à rester dans le monde classique. C'est ce que j'aurais envie de vous répondre. Elles nous forcent à rester dans la partie commutative, et donc pour rester tout le temps dans cette possibilité de commutation, ça va introduire les grandes... Par exemple, si on a une on a une localisation parfaite ou presque parfaite de la particule, on va avoir une grande imprécision sur l'impulsion, un grand delta sur l'impulsion, et pareil pour l'énergie et le temps. C'est-à-dire nous forcer à rester toujours au-delà sur des actions qui sont plus grandes que l'action de Planck. Et j'ai voulu en fait représenter par ce jeu-là, en fait, à un moment donné, où je voulais faire venir d'autres joueurs, en leur disant que cette fois-ci, ils n'ont plus le droit de faire varier les débits. Et le fait de ne plus avoir le droit de varier les débits symbolise en fait le fait de ne plus pouvoir toucher simultanément la position et l'impulsion. Le fait de pouvoir que chacun des deux fasse varier les débits, c'est je connais la position et l'impulsion. Et là, en fait, le fait de leur interdire ça, eh ben, je vais voir que je vais devoir directement trouver le bon débit pour satisfaire la moindre action. Mais je peux plus rajouter de l'énergie dans le système. Le fait de rajouter voilà. Si je veux dire, s'il n'y avait pas cette propriété de non-commutation, on ne serait pas libre, en fait. On ne pourrait même pas exister, puisqu'on serait forcé à prendre des trajectoires parfaitement qui seraient comment dire, emprisonnées dans un puits de potentiel, c'est le cas de le dire, et on ne pourrait pas se dire je vais aller de Vannes à Nantes en passant par Paris et par Lyon. On ne pourrait pas faire ce genre de choses si on vivait dans un monde non commutatif. Et c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que cette propriété non commutative, elle a... j'ai noté une petite note, malheureusement, je vais essayer de vous la partager là, si c'est possible. C'est possible, Olivier, de 2 secondes, là? Ouais. Il faut savoir que... Alors, parce que quand on est devant tout le monde, on oublie toujours ce qu'on veut dire, c'est toujours comme ça. Attendez, j'essaye de retrouver ma note. Alors, voilà, ce que je voulais dire, c'est que dans un laser, on connaît la phase de l'onde, des ondes, des photons qui sont émis, ils ont tous la même phase. Par contre, on ne connaît pas le nombre de photons qui est émis par le laser. Et ça, c'est une conséquence aussi des inégalités d'Heisenberg. Ce qui est curieux là-dedans, en fait, pour vous avouer à toutes et à tous, et on oublie souvent de le dire, c'est que la mécanique classique nous permet de... On en revient à cette histoire-là, de l'effet photoélectrique, où on s'attendait à ce que la puissance impacte sur l'énergie des électrons arrachés. Et le fait que la puissance est en watts, c'est une grandeur qui exprime purement de la commutation entre l'énergie et du temps. Ça, on le dit quasiment jamais dans les cours de mécanique quantique, c'est bien dommage, sans doute parce que tout le monde s'attache tellement au formalisme qu'on en oublie l'essentiel, c'est triste.
Vous voyez, ici, on a une relation entre l'énergie et le temps et l'énergie, qui ne commute pas. C'est-à-dire qu'une mesure d'énergie et de temps n'est pas pareil qu'une mesure de temps et d'énergie. Ça ne commute pas, ça donne IH, cet opérateur imaginaire. Et ce truc-là montre bien que la puissance en mécanique quantique, elle disparaît. Enfin, je ne sais pas si elle disparaît, ce serait un mensonge de dire ça, j'en sais rien. Mais voilà, la relation entre l'énergie et le temps n'est plus la même qu'à notre échelle. À notre échelle, je peux dire que cette source radio a telle puissance. Et je peux connaître simultanément l'énergie et le temps. Si je mets un wattmètre ici, c'est ce qu'on fait. Hein, si je mets un wattmètre ici, je peux connaître l'énergie et le temps. Ça commute. Mais pourquoi ? Parce que quelque part, le secret, c'est que quelque part, pourquoi je peux connaître l'énergie et le temps ici, en mettant un wattmètre ? C'est parce que je prends une source d'énergie de l'extérieur. Une source d'énergie qui vient de la centrale électrique, qui puise son énergie dans des barres d'uranium ou dans une éolienne ou point barre, et cette barre d'uranium ou cette éolienne, elle prend de l'énergie du vent ou de la barre d'uranium, et ainsi de suite, et finalement, je prends de l'énergie de l'univers en quelque sorte. Donc mon système, il n'est pas isolé. Donc le fait que je prenne de l'énergie d'un système extérieur m'autorise à pouvoir commuter et m'autorise à connaître simultanément l'énergie et le temps. Mais dans un système quantique, c'est un système qui est purement isolé, donc je n'ai pas le droit d'augmenter l'entropie de l'univers. On peut dire en fait que cette non-commutation fait qu'un système quantique n'augmente pas l'entropie de l'univers. C'est pour ça que De Broglie a eu cette intuition que je trouve extraordinaire, c'est pour ça que j'ai voulu finir par ça. C'est-à-dire qu'il sentait qu'il y avait une histoire d'entropie dans la raison de cette non-commutation. Donc, autrement dit, si je peux, à l'échelle classique, connaître la position et la vitesse, par exemple, la position ou l'impulsion, par exemple pour une voiture, comme le fait le radar, c'est parce que quelque part j'augmente l'entropie de l'univers quand je prends de l'énergie pour accélérer la voiture. J'augmente l'entropie de l'univers, je prends de l'énergie de l'univers, donc j'ai le droit de commuter. Mais un système quantique, lui, a ce statut particulier, voilà, de ne pas augmenter l'entropie de l'univers, et donc par conséquent m'empêche de connaître simultanément, de connaître la puissance, et impose donc ces relations d'anticommutation qu'on a vues précédemment. Voilà. Merci Floris, nous allons pouvoir remercier notre conférencier de ce soir.